Ouais, bah merci Catherine, je le remets au cas où. By l'équipe. Parfait. Ah, bon. Donc, écoute Catherine, si tu es prête, je propose qu'on débute. Il est 12h02, il y a déjà pas mal de gens qui sont arrivés, puis ça s'est stabilisé. Alors tout d'abord, bonjour Catherine, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour animer le webinaire sur la résistance au changement. Je vais pouvoir te laisser te présenter si tu veux te donner la parole pour te présenter. Oui, merci Pierre. Alors, rebonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment ravie d'être ici aujourd'hui pour parler de changement avec vous. Je dis avec vous parce qu'il y aura une période de questions à la fin. On devrait avoir un 20 minutes là, pour pouvoir échanger à propos du changement. Donc, je suis passionnée par les compétences du futur et l'agilité organisationnelle. J'ai plus de 20 ans d'expérience multisectorielle en gestion, conseil, formation, coaching, ici au Canada, mais aussi à l'international. Ce qui m'occupe principalement, donc la formation, évidemment, et j'enseigne chez Technologia, j'enseigne aussi à l'université. Je suis coach certifiée par l'International Coach Federation. Je suis aussi Project Management Professional et j'ai une maîtrise en développement des organisations. Donc aujourd'hui, vraiment, c'est un sujet qui m'anime beaucoup, qu'on va aborder ensemble. Mais avant qu'on se lance, je vous propose qu'on aille jeter un petit coup d'œil, Pierre, à l'outil Menti. On va aller voir qu'est-ce que ça donne, les résultats de ce que vous avez inscrit. Alors, Ouais. je vais partager mon écran avec vous pour que vous puissiez voir si vous avez les mêmes réflexes, les mêmes mots qui vous viennent à l'esprit lorsque on vous dit changement, là, qu'est-ce que ça évoque chez vous? Donc, on voit, hein, merci de participer activement. C'est pour ça que la mosaïque bouge. Tu le vois bien, Pierre? J'imagine que tout Oui, le tout monde à le voit. fait. Donc, adaptation, hein, semble être le mot qui ressort, puis résistance, évidemment, stress, évolution, nouveauté, inconfort, renouveau, normalité, la nature, challenge, enthousiasme, la nature, oui, je vais lire la torture, la nature, agilité, résilience, avancée, ajustement. Donc, vraiment, encore une fois, continuer, ceux et celles qui arrivent à bonifier notre mosaïque. On y reviendra peut-être tout à l'heure pendant le webinaire. Donc, C'est sûr que déjà, on peut voir que chacun a vraiment son rapport au changement, en fait, qui lui est vraiment personnel. Et puis, on entrera plus dans le détail d'ici quelques secondes. oui, ça évoque la complexité de l'humain hein, et les défis qu'engendre le changement. Alors, Alors, pourquoi le changement, effectivement, c'est quelque chose qui est quand même assez inhérent, que ce soit dans notre vie personnelle ou professionnelle. Donc, la thématique pour ce webinaire était quand même assez légitime et percutante. Maintenant, pourquoi la résistance au changement? Effectivement, quand on a préparé ce webinaire-là, on a pu voir au travers de différentes études que quand on parlait de changement, il était presque toujours exclusivement question de résistance au changement. Alors, donc, on parle de résistance. Catherine, pourquoi est-ce que c'est si difficile finalement de changer? effectivement, on parle bien souvent de résistance quand on parle du changement, mais on l'a vu dans la mosaïque, puis pour certains, le changement, ça provoque de l'enthousiasme, de la joie. Une chose est certaine, c'est que dans nos organisations, ce qui fait qu'on parle beaucoup de résistance au changement, c'est que le changement est souvent imposé. Puis en anglais, on dit un changement imposé, c'est un changement auquel on s'oppose. Et il y a des facteurs qui vont faire qu'on va avoir encore plus d'opposition. Ces facteurs-là sont liés à ce qu'on appelle la perception de menace liée au changement.
Et c'est des facteurs qui sont malheureusement assez présents dans un grand nombre d'organisations. Donc, ces facteurs qui amplifient la perception de menace, ce sont le manque de confiance entre les individus dans l'organisation, le manque de confiance entre les employés et les dirigeants. Alors, le manque de confiance peut amplifier jusqu'à 1000 fois la perception de menace liée à un changement. C'est pas rien. L'autre facteur important, c'est le fait d'avoir peu ou pas de contrôle par rapport au changement dans notre organisation. Donc, le fait de ne pas choisir ce qui va être fait comme changement, puis la manière dont on va gérer le changement qui laisse peu d'autonomie aux gens pour s'adapter, peu d'autonomie pour apprendre, parce qu'on apprend tous différemment. Ça aussi, ça va amplifier la perception de menace liée à un changement. Puis enfin, la méconnaissance des bénéfices. Toi et moi, Pierre, si on était donc dans la même organisation et que nos évaluations annuelles avaient été très, très bonnes, que le feedback qu'on recevait de nos clients est positif, puis finalement qu'on nous a même dit qu'on travaille mieux que l'année dernière, ben, c'est difficile de comprendre pourquoi on veut changer ça, pourquoi on veut changer quelque chose qui semble aller bien, puis ça l'est encore plus quand on ne connaît pas les bénéfices liés à ce qu'on veut changer dans notre organisation. Fait important, ces 3 facteurs-là sont cumulatifs. Alors, si dans votre organisation, il y a un manque de confiance, on donne peu d'autonomie aux gens, puis qu'on ne parle pas des bénéfices aux gens, eh bien, ça va être assez difficile d'amener des changements et ça va susciter plusieurs craintes chez les gens dans votre organisation. Effectivement, ces 3 facteurs-là engendrent des appréhensions, des craintes. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi elles existent, ces craintes, d'où est-ce qu'elles viennent, par exemple? Oui, ben, on peut regarder ça selon 2 angles différents. Je trouve cette question, le premier, c'est l'angle organisationnel. Alors, il y a une histoire à la réaction des gens quand on parle de changement. Est-ce que dans votre organisation, les changements ont été bien gérés ou pas? Ça va avoir un impact sur les craintes et les comportements, les réactions que vous allez observer lorsque vous allez amener des changements dans votre organisation. Également, l'approche ou les approches ou le fait de ne pas avoir d'approche pour gérer le changement va avoir un impact sur l'ouverture au changement que les gens vont avoir. Également, il y a les nombreux paradoxes dans nos organisations. Puis si je peux en nommer un facteur important, un paradoxe important dans l'organisation qui nuit grandement au changement, c'est celui de la reconnaissance individuelle. Pour changer, il faut travailler en équipe, il faut collaborer. Alors, tant qu'on va reconnaître les performances individuelles plutôt que les performances d'équipe, ben, on va également nuire à notre capacité de changer. Il y a également un phénomène qui est de plus en plus étudié, qui est la fatigue du changement. Donc, un peu, si je peux faire une analogie avec le sport, ben, le sport, c'est bon pour nous, mais notre corps a besoin de repos. C'est la même chose avec le changement. Les gens ont besoin de temps pour absorber, pour s'adapter, pour faire la transition. Quand il y a trop de changements, puis quand on ajoute à ça un rythme aussi imposé qui est très intense, on ne s'aide pas comme organisation. Puis enfin, il y a un dernier élément qui est vraiment important, c'est le manque de connaissances par rapport au changement en tant que tel. Le changement, c'est pas seulement passer du point A au point B. Peter Senge, l'auteur du livre La 5e discipline, a une phrase que j'adore pour illustrer ce que j'ai envie de partager avec vous. Il dit couper un éléphant en 2, ça fait pas 2 petits éléphants, ça fait un gâchis. Et donc, pour que le changement s'opère, il y a plusieurs étapes qui doivent être franchies. Des étapes cognitives, des étapes émotives. Et donc, on doit prévoir cette transition-là pour que le changement s'opère. Malheureusement, l'emphase dans beaucoup d'organisations, quand on veut changer, est mise sur la gestion du projet, c'est-à-dire que le focus est mis sur les coûts et les dates. Et ça se fait au détriment de notre capacité à changer. Donc, je crois que les organisations ont beaucoup à apprendre par rapport au changement, par rapport à
comment le guider, comment l'influencer, le changement, comment le gérer. Puis en faisant ça, elles vont devenir meilleures. L'autre angle qui est intéressant pour aborder ta question, Pierre, c'est l'angle de l'individu. Il ne faut pas oublier que le changement engendre des risques personnels pour les gens dans les organisations. Le premier qui vous vient à l'esprit, j'en suis certaine, puis il est là dans le PowerPoint, c'est mon emploi. Est-ce que je vais conserver mon emploi? Mais il y a aussi la notion de pouvoir. Est-ce que si je suis un gestionnaire, si je suis une gestionnaire, je vais conserver le pouvoir que j'ai actuellement? Est-ce que je serai compétent dans la prochaine manière de travailler, dans la nouvelle manière de travailler? La surcharge aussi qui peut être entraînée par le changement dans un contexte où beaucoup de gens sont déjà très surchargés. Les liens sociaux que j'affectionne particulièrement et que j'ai mis du temps à développer parce que l'organisation, c'est un système de relations. Donc, est-ce que ça va tout être défait, à refaire? Puis en fait, ma santé là-dedans, parce que le changement va engendrer du stress, de l'anxiété, de l'épuisement dans certains contextes. Donc, c'est sûr qu'au niveau individuel, il faut se préoccuper de ces risques-là. Il y a aussi l'expérience de vie. Il y a des gens qui ont changé beaucoup, beaucoup dans leur vie, qui ont plus de facilité à changer. Il y en a d'autres qui ont moins changé, pour qui ça demande un effort supplémentaire ou plus de temps. Et il y a aussi l'état d'esprit, qui est un élément important à considérer. Effectivement, Catherine, juste avant de rebondir là-dessus, est-ce que tu peux relancer le partage de ton écran? Il semblerait que le PowerPoint ne change pas de diapo. Oh, d'accord. Alors oui, je fais ça à l'instant. Est-ce que vous voyez le PowerPoint maintenant? Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, tu mentionnais l'état d'esprit, effectivement, Catherine, c'est un bel exemple. Parce que si on est dans un état d'esprit où on veut changer et en même temps on a peur, ce qui est tout à fait humain et tout à fait normal, pourquoi certaines personnes ont plus de facilité à se lancer, entre guillemets, à corps perdu dans le changement et d'autres sont plus réticentes, sont plus résistantes finalement? Oui, c'est vraiment un angle intéressant de parler d'état d'esprit avec les recherches que Carol Dweck a fait. Si d'ailleurs le sujet vous intéresse, le livre Mindset est un très bon livre. Donc, elle, ce qu'elle a révélé en faisant des recherches, c'est qu'on a tous à l'intérieur de nous l'état d'esprit de développement, mais aussi on peut être dans un état d'esprit fixe. Qu'est-ce que ça engendre, ça, concrètement, d'être dans mon état d'esprit de développement versus être dans mon état d'esprit fixe? Si, par exemple, je suis en train de faire une tâche, puis que je suis dans mon état d'esprit de développement et que c'est pas facile pour moi de faire cette tâche-là, je trouve que ça me demande beaucoup d'énergie, d'effort, dans mon état d'esprit de développement, je vais me dire, c'est correct, je vais développer cette compétence-là en faisant des efforts, ça va devenir de plus en plus facile. En revanche, si je suis dans mon état d'esprit fixe, dans cette même tâche, je vais probablement abandonner en me disant, je ne l'ai pas. C'est pas pour moi cette tâche-là, je vais laisser ça à quelqu'un d'autre. C'est pas quelque chose que je possède. Même chose par rapport aux défis. Si je suis dans un état d'esprit de développement, les défis, je vais les voir comme des opportunités. Si je suis dans mon état d'esprit fixe, je vais chercher à les éviter, les défis. Les efforts en tant que tels, si je suis dans un état d'esprit de développement, je vais me dire, je vais les percevoir comme une opportunité d'apprendre. Dans mon état d'esprit fixe, je vais dire, ceux qui font des efforts, c'est les nuls. Okay? Donc, moi, je ne vais pas là. Le feedback, même chose. Si je suis dans mon état d'esprit de développement, je vais me dire, wow, OK, j'ai eu une évaluation, ma patronne, mon patron m'a révélé 10 points qui ont été vraiment excellent, puis il y en a un à améliorer, je vais me dire, ça, c'est vraiment précieux pour moi, je vais progresser grâce à ça, je vais m'améliorer. En revanche, je suis dans mon état d'esprit fixe, je vais voir ça comme une critique, puis je risque de m'auto-flageller, puis de prendre ça très personnel, puis même peut-être de me dire, de me remettre en question à travers ces mots-là. Et enfin, l'échec, pour quelqu'un qui est dans l'état d'esprit de développement, va voir ça comme une opportunité d'apprendre, de gagner en expérience, quelque chose de tout à fait naturel pour évoluer. Alors que si je suis dans mon état d'esprit fixe, je vais encore une fois lier ça au manque de talent. Donc, ce que je voudrais que vous reteniez par rapport au changement à propos de ça ici, c'est que
comme on a tous dans nous les deux états d'esprit, bien, on a le pouvoir, pendant que ça se passe, en temps réel, de s'ajuster puis de prendre conscience de l'état d'esprit dans lequel on se trouve. Donc, moi, j'ai le pouvoir, grâce à la connaissance de moi-même, la conscience de moi-même. Si je suis en réunion et que je ne suis pas en état d'ouverture à la nouveauté, aux idées des autres, au changement qui m'est proposé, de prendre conscience de ça, puis de passer dans mon état d'esprit de développement, puis d'écouter ce qui m'est présenté, puis de m'y intéresser avec curiosité, d'être en mode exploration. Donc, j'ai ce pouvoir-là comme individu. Il faut aussi savoir qu'il y a des cultures organisationnelles qui vont favoriser l'état d'esprit de développement, puis d'autres qui vont favoriser l'état d'esprit fixe. Vous, l'organisation dans laquelle vous êtes, eh bien, elle peut faire en sorte que vous êtes plus souvent dans l'un ou l'autre des états d'esprit. Puis, plus concrètement, les organisations où on va retrouver plusieurs personnes ou une majorité de personnes qui sont dans leur état d'esprit de développement, ce sont des organisations qui vont encourager la collaboration, qui vont encourager l'expérimentation, qui vont valoriser l'entraide. Dans ces organisations-là, on va retrouver plus de monde dans un état d'esprit de développement. Dans les organisations où est-ce qu'on va avoir beaucoup de politique, où est-ce qu'on va s'organiser pour ne pas être vulnérable, on va éviter les défis, les risques, on va valoriser les contributions individuelles, on va avoir plus de monde qui vont être dans un état d'esprit fixe. Alors, l'organisation, ses mécanismes, sa culture engendrent un état d'esprit plus qu'un autre, mais aussi, moi, comme individu, j'ai le pouvoir d'être plus conscient de mes réflexes par rapport au changement. Comment je vis le changement? Puis, comme on sait, grâce aux travaux de Carol Dweck, on a tout ça à l'intérieur de nous, ces deux états d'esprit-là, eh bien, c'est important de leur faire face. Donc, c'est important, parce que le changement est omniprésent, de prendre conscience de est-ce que le changement me rend inconfortable? Est-ce que c'est l'inconnu qui me rend inconfortable? Parce que cet inconfort-là me met automatiquement en état de fermeture et donc dans un état plus statique. Et conséquemment, qu'est-ce qui arrive? C'est que je me prive d'une multitude de possibilités dans un monde où il y en a énormément. Donc, c'est vraiment important que chacune d'entre nous, on apprivoise le changement. Parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Et il va en avoir beaucoup, encore et encore. Et puis effectivement, l'état d'esprit individuel, l'état d'esprit, la nature des organisations, c'est une chose, mais effectivement, l'état d'esprit individuel, c'est présent pour tout, que ce soit pour la collaboration, la communication, l'intelligence émotionnelle, etc. Pas uniquement le changement, finalement, aussi. Donc, c'est important, comme tu disais, d'y faire face et puis d'en avoir conscience, ça, j'imagine. Absolument. J'aimerais continuer avec effectivement une citation du Harvard Business Review qui nous explique, qui nous dit en fait que plus de 90% des PDG d'entreprises pensent que leur compagnie va davantage changer dans les 5 prochaines années qu'elles n'ont changé dans les 5 dernières années. Alors Catherine, en quoi la gestion du changement, ou plutôt pourquoi la gestion du changement fait partie des compétences du futur qu'il est maintenant plus que temps d'acquérir? Parce que des changements, on va en avoir plus qu'on en a eu, selon la statistique que tu viens de nous donner. C'est une compétence à développer parce que les chiffres le démontrent. Ici, selon le Boston Consulting Group, 75% des efforts de transformation ne donnent pas les résultats escomptés. Et si on prenait le chiffre de la même étude en 2019, c'était 70. Alors, ça nous indique qu'on ne s'améliore pas, ça s'empire selon ces données-là, la manière dont on gère nos changements. Et c'est une question de survie pour nos organisations. Si on regarde l'indice Standard & Poor's 500, qui évaluait
à 33 ans la durée de vie d'une organisation en moyenne, là, en 64. En 2016, ce chiffre-là, c'était 24 ans. Et en 2027, selon McKinsey, la durée de vie d'une organisation en moyenne sera de 12 ans. Alors, c'est une question de survie, de changer pour l'organisation, mais aussi cette manière dont on change dans nos organisations, elle a des coûts humains importants auxquels on doit s'intéresser. Et je le vois, de plus en plus d'organisations y sont sensibles. Ces coûts-là, ce sont le stress, l'anxiété, l'épuisement, le cynisme, les départs, des performances diminuées. Donc, il est vraiment important de développer notre capacité à changer. Et je crois sincèrement que le changement devrait faire partie du travail aujourd'hui. Il ne devrait pas être vu comme un élément à isoler ou comme quelque chose qui s'ajoute au travail. Ça devrait être interrelié, le changement à notre travail. Puis on a beaucoup à apprendre des organisations qui sont agiles au niveau de leur pratique de gestion. Dans ces organisations-là, on n'en fait pratiquement pas de gestion du changement parce que le changement, il vient de tout le monde dans l'organisation. On est dans des organisations où les gens comprennent et provoquent le besoin de changer. Il y en a même qui vont jusqu'à dire que faire un clin d'œil à l'approche de gestion de changement de Lewin, qui se fait en 3 étapes. Donc, tu dégèles ce qui est, tu changes et tu regèles. Il y en a qui vont jusqu'à dire que les organisations d'aujourd'hui, de demain, vont rester dans un état de slush permanent. Et donc, nous, comme individus, ce qu'on peut se dire, c'est OK, comment je peux vivre, moi, dans ces organisations qui seront dans un état de slush permanent? Bien, je pense qu'on peut se voir comme des enfants qui apprennent constamment. Les enfants, c'est en état d'ouverture, c'est constamment en évolution. Puis je crois que c'est un état d'esprit de se voir comme ça qui peut nous aider à mieux vivre le changement, en tout cas. C'est ma croyance. C'est une belle croyance, en tout cas, merci beaucoup. Catherine, est-ce que là, à mi-parcours du webinaire, on n'irait pas refaire un petit tour sur le Menti pour voir si ça a changé éventuellement avec la discussion et puis les idées qui pourraient émaner dans la tête des participants? Bonne idée. Est-ce que vous le voyez? Oui. Donc, Et on est toujours sur adaptation, là, effectivement, c'est l'adaptation. Évolution, hein? Amélioration, qu'on voit qui prennent plus de place. Alors, le changement, ça peut être très positif. En tout cas, c'est beaucoup de mots positifs et puis ça, c'est une très bonne chose quand même. Excitation, pour certains, opportunité, enthousiasme, challenge, avancement, humain. Je ne l'avais pas vu tantôt. Donc, merci. Si vous n'avez pas participé encore au Menti, allez-y. C'est vraiment intéressant de voir qu'est-ce que ça évoque et les différences que ça peut faire chez chacune d'entre vous au niveau des perceptions. Effectivement. Pour la prochaine question, Catherine, j'aimerais retourner sur justement ces craintes, ces appréhensions dont on parlait plus du webinaire, parce que c'est quand même important, je pense, d'insister de nouveau là-dessus et puis d'en reparler. Ouais. Est-ce que tu aurais des outils, des astuces pour essayer de les contrôler, voire même de les vaincre, si on peut les vaincre, en fait? Ben, déjà, je pense alors, je pense que le partage, par contre, du PowerPoint est toujours... Eh bien, on va refaire le partage. Et voilà. Est-ce que vous voyez mon PowerPoint maintenant? C'est pas en diaporama, là, de mon côté. Non, je sais que vous ne le voyez pas. Je ne comprends pas pourquoi. Et là, vous le voyez. Oui, c'est bon. Parfait. Alors, oui, j'ai plein d'idées à propos de comment vaincre ces appréhensions-là. Ben, je pense qu'il faut changer notre manière de changer. Et ça commence par changer notre vocabulaire. Moi, j'ai beaucoup de difficultés avec le terme résistance au changement. Je trouve que c'est vraiment une expression qui a le dos large.
Puis finalement, qui apporte très peu d'informations utiles quand on veut bien gérer le changement, d'étiqueter les gens comme résistants au changement. D'ailleurs, je n'ai jamais rencontré personne qui m'a dit « moi, je résiste au changement » ou « je vais résister au changement ». Donc, pour moi, on doit changer de vocabulaire parce que c'est culpabilisant, c'est méprisant même d'étiqueter des gens comme résistants au changement. Puis, il est temps qu'on revoie nos pratiques, qu'on adopte des pratiques de gestion du changement plus humanistes, plus systémiques. Et c'est ce qu'on fait dans notre nouveau cours, Piloter le changement et diminuer la résistance, où est-ce qu'on découvre un modèle qui s'appelle le modèle des phases de préoccupation de Céline Bareil. Donc, c'est un modèle qui vient d'ici, c'est formidable, mais qui est utilisé partout dans le monde. Et dans ce modèle, on s'intéresse vraiment au vécu des personnes impactées par le changement, c'est-à-dire leurs préoccupations. Une préoccupation, c'est quoi? C'est une inquiétude, c'est un tourment, un tracas. Et on sait que les préoccupations sont antérieures au comportement de résistance, ce qui signifie que si on adresse les préoccupations des gens, on peut diminuer, voire même éliminer la résistance au changement. Qui plus est, on sait qu'il y a un ordre logique aux préoccupations des gens. Alors, quand on sait ça, on est capable, avec une simple question qui est « Qu'est-ce qui te préoccupe, toi, en ce moment, par rapport au changement qu'on pense faire ou qu'on est en train de faire? » Obtenir un diagnostic de « OK, ils sont à telle phase de préoccupation, ces gens-là, ou cette personne-là est à telle phase de préoccupation, et intervenir de façon laser, de façon beaucoup plus efficace en fonction de ce qui est vécu par la personne. » Cet ordre logique-là, on sait qu'une fois que les gens savent que le changement va avoir lieu, la première préoccupation, puis je suis certaine que vous l'avez ciblée, c'est sur soi. Moi, si on m'annonce un changement, je veux savoir comment ça va m'impacter, qu'est-ce qui va m'arriver, est-ce que je garde mon emploi, est-ce que mes conditions de travail ont changé? On sait qu'une fois que ces préoccupations-là vont être adressées, Pierre, les prochaines préoccupations vont tourner autour de l'organisation, sa capacité à changer, sa capacité à mener ce changement-là correctement à terme. Quand on répond aux préoccupations liées à l'organisation, ce qui émerge, ce sont des préoccupations en lien avec le changement, le plan de changement, les jalons, les premières étapes. Et quand les gens ont l'information là-dessus, cette préoccupation-là disparaît et ce qui émerge, c'est une préoccupation en lien avec l'expérimentation. Donc, à cette étape-là, les gens qui sont impactés par le changement veulent savoir, OK, ça va être quoi le soutien? Est-ce que je vais avoir de la formation, du mentorat, du coaching? Donc, qu'est-ce qui va être fait pour me permettre d'expérimenter, de me familiariser avec cette nouvelle manière de faire? Donc, en changeant notre approche, puis en ayant un réel intérêt pour les préoccupations des employés, des gestionnaires aussi qui sont souvent peu outillés, peu informés, particulièrement les gestionnaires intermédiaires pour mener les changements, on peut vraiment diminuer ou même éliminer la résistance au changement. Effectivement, ce qui est la beauté du changement, finalement, c'est que c'est un jeu qui se joue à deux. C'est pas juste les gestionnaires d'un côté et les employés de l'autre. C'est vraiment, on travaille ensemble pour faire en sorte que tout le monde y trouve son compte et que l'organisation aille plus loin. Donc, réel intérêt pour les préoccupations des employés. Ça semblerait être la base pour un environnement qui favorise le changement et éventuellement diminuer la résistance. Est-ce que tu pourrais nous donner éventuellement d'autres facteurs qui pourraient aider les gestionnaires, les employés à créer un environnement qui favorise le changement? Oui, évidemment. Je crois que ce qui est vraiment important, c'est qu'on remette en question d'abord et avant tout notre manière de faire le changement parce que je ne sais pas ce que tu en penses, Pierre, mais c'est quand même assez incroyable de penser qu'on va faire changer les choses en restant rigide soi-même quand on est Non, l'initiateur du non, changement. ça fonctionne pas.
Non, ça ne fonctionne pas. Donc, je pense qu'il y a des remises en question à faire par rapport à comment on amène le changement. Et la première étape pour amener un changement, puis vraiment créer cet environnement qui va faciliter, favoriser le changement, c'est d'avoir une vision inspirante, une vision qui donne de l'espoir par rapport à un futur meilleur que celui que ce qu'on vit actuellement. Puis, j'ai envie de faire référence à Martin Luther King. Martin Luther King, il n'a pas dit nous avons un problème. Il n'a pas dit non plus j'ai un plan. Il a dit j'ai un rêve. Et ça, c'était sa vision. Ce rêve qui a réussi donc à mobiliser, à engager des gens en suscitant des émotions positives et donc en créant de l'ouverture au changement. C'est la première étape. Plus contemporain, dans la même veine, il y a Simon Sinek qui parle du why, donc du pourquoi, de l'importance d'avoir un pourquoi pour mobiliser les gens dans un changement. Il y a Nietzsche aussi qui disait quand on a un pourquoi, on peut endurer n'importe quel comment. Alors, la vision, elle est vraiment importante. Elle donne du sens. Donc, elle indique aux gens dans quelle direction on s'en va. Elle indique aussi aux gens ce qui devient significatif, ce qui devient important. Donc, elle est vraiment importante. C'est notre porte d'entrée au changement. Puis, moi, au début de ma carrière, je travaillais pour Sympathico Lycos. Donc, c'était la fin des années 90. Puis, à cette époque-là, c'était vraiment les balbutiements, les débuts des moteurs de recherche. Fait que c'était vraiment pas performant comme ce qu'on a aujourd'hui. Mais dans l'équipe dans laquelle j'étais, on avait vraiment un rêve commun là, d'avoir un moteur de recherche ultra performant comme ceux qu'on a aujourd'hui. Puis ce rêve-là s'est traduit dans une vision partagée, puis a fait que tout était à faire là, pour arriver à des moteurs de recherche comme ce qu'on connaît aujourd'hui. Mais on ne voyait pas ça comme une montagne, comme une contrainte, comme on ne voyait pas toutes des embûches. Non, on rêvait à ça. Et ça, c'est vraiment, vraiment puissant. Quand on a une vision comme celle-là et qu'on a des individus qui comprennent ce qui est, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire des gens qui comprennent leur organisation, qui comprennent le système qui est l'organisation dans lequel ils évoluent. Ces gens-là, ils voient qu'il y a un écart entre la vision et ce qui est actuellement. Et cet écart-là crée ce qu'on appelle une tension créative. Et ça, c'est un autre moteur très puissant pour avancer puis pour s'ouvrir au changement. Un autre exemple, je travaillais pour R3D Conseil, c'était une firme de conseil qui venait de Québec. On était une centaine de consultants. Puis, je me souviens, les soirées là, où est-ce qu'on se voyait, c'était rare, hein, comme consultant. Marc-André Roy, le fondateur, il nous parlait des plus grandes firmes conseils dans le monde. Puis c'était ça notre rêve. Moi, personnellement, je sortais de là, j'étais boostée, j'étais tellement motivée parce que c'était vers ça qu'on s'en allait. Puis ils l'ont fait parce que quelques années plus tard, cette boîte-là, elle était sur plusieurs continents. Le défi qu'on a pour créer une tension créative dans l'organisation traditionnelle, par contre, c'est que il y a beaucoup de bureaucratie dans l'organisation traditionnelle, beaucoup de hiérarchie, et ça fait qu'on a de la difficulté à passer de gens qui sont spécialistes de leur tâche à des gens qui comprennent le système. Et pour illustrer ce que je suis en train de dire là, je citerai Jack Welch. Il y a une métaphore vraiment intéressante pour parler de cette lourdeur, de cette bureaucratie qui est vraiment propre aux organisations traditionnelles. Lui, il dit que quand tu es dehors et que tu portes 8 chandails, c'est vraiment difficile de savoir s'il fait froid. Donc, ça illustre à quel point il y a un décalage finalement dans nos organisations traditionnelles entre les gens du haut, du milieu, du bas. Alors, je pense qu'on a aussi du travail à faire là-dessus,
à élargir les perspectives des gens, faire en sorte qu'ils comprennent le système dans lequel ils sont pour pouvoir utiliser ce moteur qui est la tension créative pour pouvoir favoriser le changement. Également, la communication, c'est fondamental pour pouvoir favoriser le changement. Puis par communication, je ne parle pas de communication du bas vers le haut, unidirectionnelle, mais d'un réel dialogue, d'échange. D'ailleurs, dans le mot échange, il y a la racine du mot changer. Toi et moi, Pierre, on pourrait avoir un échange tantôt après le webinaire, puis même si nos idées sont différentes sur certaines choses, tu pourrais vraiment m'influencer puis me faire changer d'idée grâce à un dialogue, grâce à un échange. Puis plus on va faire ça dans nos organisations, plus on va avoir de facilité à changer, plus on va avoir d'engagement, puis plus on va avoir de l'intérêt pour les résultats. Puis ça, c'est l'auteur du livre Antifragile, M. Taïeb, qui dit « Ce qui fragilise nos organisations, c'est le manque d'intérêt pour les résultats ». Alors, si on veut que les employés s'intéressent aux résultats de l'organisation, peut-être qu'il faudrait que l'organisation s'intéresse davantage aux employés. Hein? Donc, si on veut que les employés nous écoutent, il faudrait peut-être qu'on les écoute. Donc, vraiment, la communication, c'est réellement un élément clé en gestion du changement. Ensuite, il y a la collaboration. Je l'ai dit tout à l'heure, le changement, c'est un travail d'équipe. Pour que le changement s'opère, il faut que les gens travaillent ensemble. Alors, si on travaille à avoir un état d'esprit de développement dans notre organisation, qu'on encourage, qu'on valorise la collaboration, on va avoir des conditions pour favoriser le changement. Puis enfin, peut-être le dernier élément que j'ajouterais pour qu'on ait le temps de répondre à vos questions, chers participants, chères participantes, c'est le partage du leadership. On est en 2021, puis je crois vraiment qu'aujourd'hui, les dirigeants ont intérêt à être directifs ou durs sur la vision à atteindre et souples sur le comment on va l'atteindre. Donc, on est rendu à une ère de management où est-ce qu'on doit traiter les gens en adultes pour qu'ils deviennent de réels acteurs des changements, c'est-à-dire qu'on doit leur laisser de l'autonomie. On doit encourager leurs initiatives. Puis, pour illustrer ça, j'ai envie de parler d'une organisation avec qui je travaille. C'est une grande organisation, ils sont en multisite. Puis eux autres, ils voulaient implanter le design thinking. Puis plutôt que d'amener ça, tiens, à partir de septembre, on fait du design thinking, ils ont sondé les gens dans leur organisation pour voir est-ce qu'il y a des gens qui ont de l'intérêt pour le design thinking dans l'organisation. Puis ces gens-là qui ont manifesté de l'intérêt, ils leur ont demandé, ben, qu'est-ce que tu pourrais faire, toi? Comment tu pourrais apprendre le design thinking? Puis, ils les ont soutenus là-dedans. Donc, ils leur ont permis de se former. Et ces gens-là sont devenus des ambassadeurs du design thinking dans l'organisation. Alors, d'utiliser, grâce au leadership partagé, une approche où on va attirer plutôt qu'imposer, donner de l'autonomie, soutenir, éliminer des obstacles au changement, c'est beaucoup plus efficace aujourd'hui pour changer. Malheureusement, il y a beaucoup de gestionnaires qui ont la capacité plutôt à imposer ou à faire du top-down plutôt qu'à organiser la collaboration. Fait que je pense qu'il y a beaucoup de potentiel dans l'apprentissage de comment on organise la collaboration, la coopération entre les gens. Puis aussi, de devenir une organisation apprenante, parce que pour changer, il faut apprendre. Donc, comment on apprend, nous les adultes, c'est quelque chose qu'on devrait aussi, comme individu puis comme organisation, développer. Alors, voilà pour les quelques trucs. Puis pour conclure, bien, je pense vraiment qu'on devrait s'inspirer des organisations agiles dans lesquelles ben, la résistance au changement, on pourrait dire que c'est un mythe. Parce que la manière dont on est, EST,
et la manière dont on agit, donc on fait le travail, découle en partie de qui on est comme individu, donc de notre personnalité, nos expériences, nos paradigmes, mais aussi de la culture puis des mécanismes qui sont en place dans notre organisation. Alors, je crois vraiment qu'on peut faire mieux, puis j'espère qu'aujourd'hui, vous aurez des trucs ou de quoi vous inspirer, en tout cas, pour composer avec le changement. Puis une chose est sûre, c'est que l'espoir, le rêve, l'imagination, les idéaux sont des moteurs vraiment puissants pour aborder le changement. Alors, merci pour votre attention. Merci Pierre pour les échanges. Ben, merci Catherine, merci d'avoir conclu de cette façon-là. Ça nous donne beaucoup d'espoir et de rêve aussi, et puis de pouvoir avancer et changer dans nos organisations. Et puis je suis ravi que tu aies aussi terminé par le leadership partagé, parce que c'est quelque chose en lequel je crois beaucoup, et puis qui, selon moi, est une des bases de l'agilité aussi dans les organisations, là, qui est très important et qu'il ne faudrait pas négliger ou moins négliger, en tout cas. Donc, merci beaucoup pour pour ce webinaire, cette conversation, Catherine. On va pouvoir passer effectivement aux questions. Alors, je vous invite à poser vos questions dans le Q&A ou le question-réponse plutôt que dans le chat, s'il vous plaît. Ça sera beaucoup plus facile pour Catherine de pouvoir y répondre au fur et à mesure. Pendant que vous écrivez vos questions, Pierre, je me disais que c'était peut-être le bon moment pour aller plus loin, ceux et celles qui Effectivement, effectivement. de vous parler là, de 3 formations que j'aurai le plaisir d'animer prochainement. Alors, c'est sur le site de Technologia, vous les trouverez. Piloter le changement et diminuer la résistance, on en a parlé un petit peu tantôt, mais j'ai aussi fait référence à l'agilité organisationnelle en disant qu'on a vraiment beaucoup de choses à apprendre de leurs pratiques de gestion, ces organisations. Puis j'ai parlé de la confiance, donc je me suis dit aussi que peut-être c'est intéressant pour certains d'entre vous de savoir qu'on a un beau cours, Développer la confiance en soi chez Technologia. Effectivement. Puis je fais juste me répéter, mais vous allez recevoir un courriel demain avec ces informations-là sur les 3 formations pour pouvoir aller voir le syllabus plus en détail et aussi revoir le webinaire d'aujourd'hui et télécharger le PowerPoint si ça vous intéresse. Voilà. Donc, je vois qu'il y a déjà quelques questions qui rentrent dans le Q&A. Alors, on peut commencer par Sophie Saint-Cyr. Est-ce qu'on peut changer d'état d'esprit? Si oui, avez-vous des pistes pour y arriver? Comme individu, alors la connaissance, la conscience de soi, c'est vraiment le point de départ, d'apprendre à découvrir quand est-ce que je suis en mode plus fermeture, donc dans mon état d'esprit fixe. Puis cette prise de conscience-là va me permettre justement de passer à un état d'esprit de développement, donc d'être plus curieuse, d'explorer de nouvelles façons de faire, de m'intéresser aux idées divergentes. Alors, ça part réellement de la connaissance de soi, puis aussi, comme organisation, si Sophie, vous êtes gestionnaire, c'est de prendre conscience de ce qu'on valorise, comment on accueille les défis. Est-ce qu'on a peur de se mouiller? Est-ce qu'on évite les risques dans notre organisation? Ce sont aussi des facteurs qui vont faire qu'on va avoir des gens dans nos équipes qui vont être plus dans un état d'esprit de développement versus un état d'esprit fixe. Donc, Natalia, juste en dessous, qui demande, la personne peut avoir les 2 états d'esprit, bien, effectivement, c'est ce que les travaux de Carol Dweck révèlent, c'est qu'on a tous les 2 états d'esprit à l'intérieur de nous. Et c'est pour ça que je ramène ça à notre pouvoir personnel, de pouvoir prendre conscience et de changer d'état d'esprit. Sophie, tu ajoutes donc il faut gérer les changements, il faut aussi travailler sur la culture. Comment faire pour devenir une organisation plus ouverte au changement, devenir une organisation slush? Bien, j'ai parlé donc de notre état d'esprit pour prendre conscience là, de qu'est-ce qu'on valorise, qu'est-ce qu'on reconnaît dans nos équipes, les performances individuelles versus la reconnaissance du collectif, du travail d'équipe.
Je pense aussi qu'il faut tirer des leçons, prendre le temps d'apprendre de nos erreurs, de voir, de sonder les gens, qu'est-ce qu'ils proposent pour continuer à avancer, à évoluer, d'avancer à petits pas. Vraiment, il y a beaucoup, c'est une réponse qui nécessiterait finalement 2 journées de formation. J'aurais envie de dire ça à Sophie parce que c'est une belle question, mais vraiment, je pourrais en parler très longuement. Il y a Julie qui nous demande de quel livre as-tu tiré ta citation sur l'éléphant? Oui, donc l'auteur, c'est Peter Senge, S-E-N-G-E. Moi, j'ai fait référence à l'auteur, au livre La cinquième discipline, qui est un livre que j'adore, qui parle de l'approche systémique. Je regarde les questions. Comment fonctionne une organisation agile? Je recommanderais le livre Reinventing Organization. C'est un livre qui s'appelle Reinventing Organization, mais il est en français et en anglais sous ce titre. Sinon, l'organisation libérée de Isaac Getz, G-E-T-Z. 2 très bons livres que je recommande si le sujet de l'agilité organisationnelle vous intéresse. Donc, oui, on devrait parler du développement organisationnel, évidemment. Moi, j'ai fait ma maîtrise en développement organisationnel, France, et le développement organisationnel, c'est l'art d'amener du changement, de développer les organisations. C'est aussi le travail que font les coachs, que d'amener des changements, d'ancrer des compétences. Donc, oui, le développement organisationnel est peu connu ici, mais c'est plein d'outils dans ce champ d'expertise pour faciliter le changement. Comment diagnostiquer un bon versus un mauvais changement? En fait, c'est de voir si on a atteint les bénéfices escomptés, certes, mais aussi on peut évaluer qu'on a réussi notre changement à l'enthousiasme des gens par rapport au prochain changement. Puis j'aime souvent dire, pour illustrer ce que je viens de nommer là, que parfois on livre des projets, on va faire un changement, mais on peut juste dire que l'opération a réussi, mais le patient est mort. C'est-à-dire qu'à quel prix on a fait ce changement-là? Okay? À quel prix en termes de départ, de désengagement, de maladie, d'enthousiasme par rapport au prochain changement. Alors, je crois qu'on a beaucoup à gagner de mieux gérer nos changements. OK, je continue avec les questions. Le temps qui peut s'allonger dans un projet à cause de la gestion du changement. Sébastien, je me permettrais de poser la question, à savoir, est-ce que c'est à cause de la gestion du changement que ça prend plus de temps? Est-ce qu'on ne pourrait pas se demander si une meilleure gestion du changement ne nous ferait pas gagner du temps? Moi, je pense que c'est ça la question qu'on doit se poser. D'expérience, je crois vraiment que c'est l'approche à préconiser, de prendre le temps de bien démarrer notre changement, donc peut-être prendre un petit peu plus de temps au début pour en gagner par la suite. Comment aborder la résistance habilement? Vraiment, c'est très simple, puis je pense qu'on est bon pour se compliquer la vie dans nos organisations. On peut se poser des questions, comme je le proposais, se demander en groupe ou en individuel, qu'est-ce qui te préoccupe en ce moment par rapport au changement? Donc, c'est une question simple, mais combien puissante de l'aborder de cette manière. Je veux juste m'assurer, Sébastien, d'avoir bien compris ta question. Donc, comment adresser la résistance habilement, adéquatement, en groupe, en équipe, en coordination ou en direction lorsque les résistances ou préoccupations sont alimentées en groupe et que les efforts de compréhension et de soutien individuel en sont sapés.
Je crois que l'écoute, c'est votre outil. D'écouter ce qui préoccupe les gens, d'être en mode accueillir ce qui est présent chez les gens et en faire des acteurs du changement, c'est-à-dire qu'on va chercher des solutions avec les gens plutôt que pour les gens, pour composer avec le changement. Je crois vraiment que le paradigme de l'engagement, j'aime ça le nommer ainsi, on en parle d'ailleurs dans le cours de piloter le changement et diminuer la résistance de ce nouveau paradigme-là. Il a fait ses preuves, où est-ce qu'on va engager les gens dans toutes ces discussions-là et ce sont eux qui trouvent les solutions aux problèmes qu'ils rencontrent. Donc, on ne s'en débarrasse pas, mais on joue un rôle différent dans une approche comme celle que moi, je propose. Est-ce qu'il y a des stéréotypes par rapport aux gens plus âgés, plus réfractaires au changement? Moi, je n'ai pas vu d'études à ce sujet. Donc, je fais très attention, même quand je lis des études sur tel groupe d'âge ou tel groupe d'âge, parce que profondément, je suis convaincue que quelqu'un qui a 24 ans, qui applique aux Archives nationales, même s'il y a 24 ans comme son voisin qui applique, je ne sais pas, chez Ubisoft, par exemple, ben, on a deux personnes du même groupe d'âge, mais ils n'ont pas les mêmes ambitions. Ils ne recherchent pas les mêmes choses dans le travail. Donc, je fais attention, moi, à ça. Je me méfie des étiquettes. Alors, je crois que le secret, c'est de s'intéresser aux gens, encore une fois, puis d'être dans un dialogue. En tant qu'individu, nous pouvons avoir une influence sur la culture d'entreprise. Avez-vous des véhicules ou astuces à nous donner pour favoriser cette influence? Oui, je crois qu'on a tous intérêt à utiliser ce qu'on appelle notre agentivité. C'est qu'on sous-estime beaucoup là, dans les organisations le pouvoir d'influence que l'on a. Alors, on a tous, chacune d'entre nous, un pouvoir d'influence. Si vous êtes dans une organisation où vous dites, ben, moi, je ne l'ai pas dans mon organisation et que ça vous choque, peut-être qu'il faut que vous changiez aussi d'organisation puis que vous alliez dans une organisation où est-ce qu'on va être plus réceptif. Une organisation qui va peut-être correspondre davantage à vos valeurs. Mais je crois vraiment qu'il y a beaucoup de changements dans les organisations. Et que ce changement, où est-ce qu'on va donner plus d'autonomie, être davantage à l'écoute, il est en cours dans beaucoup d'organisations. Donc, si c'est quelque chose qui est important pour vous d'exercer de l'influence par rapport à la culture, si on est 10 000 employés aussi, le défi est de taille plus importante que si je suis dans une organisation de 25 personnes aussi. Donc, il y a plusieurs facteurs qui vont faire que ce sera plus ou moins facile ou en tout cas que le défi sera plus ou moins grand pour influencer la culture de mon organisation. Je n'ai pas d'outils pour mesurer l'état d'esprit des individus ou dans l'organisation. C'est vraiment par l'observation, personnellement, que je suis en mesure de diagnostiquer ce qui va favoriser davantage d'état d'esprit de développement dans une organisation. Comment défaire la rigidité devant le changement? Bien, je parlais de l'état d'esprit, donc d'abord, on peut travailler sur l'état d'esprit, mais peut-être questionner nos perceptions. Quand je lis ça, Amy, je me dis, est-ce qu'ils sont rigides par rapport au changement ou est-ce qu'ils sont rigides par rapport à l'ambiguïté liée au changement? Est-ce que les gens, je les trouve rigides par rapport au changement parce que c'est moi qui l'initie? Parce que tantôt, hein, au tout début du webinaire, je disais que quand c'est moi qui initie les changements, je suis enthousiaste. Hein? Donc, quand on regarde les études d'ailleurs, il y a beaucoup de gestionnaires, de dirigeants qui sont très, très enthousiastes, très, très stimulés par le changement. Parce que c'est eux qui l'initient. C'est eux qui déterminent ce qu'ils vont faire et comment ils vont le faire. Alors,
Ça, c'est tous des points, je pense, pour peut-être mieux comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière la rigidité que j'observe. Élodie. Oui, bien, les organisations agiles réussissent bien leur changement. Donc, c'était ta question. Des expériences à partager. Allez, renseignez-vous sur l'agilité organisationnelle, où est-ce qu'on ne gère plus le changement, puisqu'on a des individus qui sont vraiment très engagés, d'une part, dans leur organisation, donc qui sont très sensibles aux résultats de leur organisation, mais aussi qui connaissent leur organisation. Donc, le changement, ils voient qu'il est nécessaire. Alors, il vient de toutes parts dans les organisations agiles, le changement. On n'a plus besoin de le gérer comme dans les organisations traditionnelles. Donc, pour nommer des organisations agiles, peut-être ici au Québec, on en a quelques-unes. On a Régitex en Beauce, qui est vraiment un très beau modèle d'organisation. Il y a aussi, on en a une à Lévis dans le domaine du métal, aussi une organisation agile. Sinon, il y a des organisations comme Harley-Davidson, Favi en France. Donc, juste en faisant une recherche sur des organisations agiles, il y en a des centaines dans le monde. Et vraiment, ce sont des modèles de gestion en général, des approches de gestion qui sont beaucoup plus en adéquation par rapport aux besoins, aux aspirations des gens aujourd'hui et qui répondent aussi aux préoccupations des dirigeants. Donc, on a vraiment beaucoup à apprendre de ces organisations. Si quelqu'un de l'équipe a une vision pessimiste, de voir pessimiste depuis des années et ne change pas d'état d'esprit, comment peut-on faire vouloir changer d'état d'esprit? On ne peut pas contrôler les autres. Mais ce qu'on sait, c'est qu'une des façons d'amener du changement, c'est de changer l'environnement dans lequel les gens travaillent. Donc, un nouvel environnement va engendrer des comportements, des attitudes différentes. Alors, comme on ne peut pas contrôler les gens, on peut agir sur l'environnement. Et c'est pour ça que je parlais des mécanismes qui sont en place, qui vont favoriser, valoriser certains états d'esprit plus que d'autres. Alors, cette personne qui est pessimiste, peut-être que c'est dans sa nature, puis il y a en marketing, ce qu'on appelle des early adopters. Hein? Donc, il y a des gens qui sont vraiment animés par le changement, qui vont tester tous les nouveaux gadgets technologiques, qui font des lignes d'attente pour avoir le dernier iPhone, par exemple. C'est souvent un exemple qu'on a. Donc, il y a aussi ces gens-là qui peuvent être des ambassadeurs, donc les gens qui sont super motivés par le changement que vous voulez amener. C'est un peu l'exemple que je donnais avec le design thinking. Prenez ces gens-là, outillez-les pour qu'ils deviennent des ambassadeurs du changement et qu'ils transforment des opposants au changement en alliés. Hein? Donc, ça, c'est une façon d'aborder votre question, Ursule. Comment soutenir, comment employer nos gestionnaires? Le risque zéro n'existe pas, mais la pratique défensive est très présente. Je pense qu'il faut parler d'adulte à adulte, puis nommer les choses de façon respectueuse pour pouvoir avancer. Alors, si je sens que ma gestionnaire est en état de fermeture, donc dans son état d'esprit fixe, chaque fois que je propose une idée, je pourrais peut-être lui dire ça. Peut-être que ça diminuerait sa zone aveugle, donc le blind spot. Puis peut-être que je lui rendrais un fier service. Donc, peut-être lui faire écouter ce webinaire-là aussi ou faire un Zoom sur l'heure du dîner si vous ne travaillez pas en présentiel comme plusieurs d'entre nous d'ailleurs, puis d'avoir une conversation sur ce sujet-là. J'ai parlé un peu de créativité aujourd'hui, puis je crois que c'est aussi la base pour pouvoir changer notre manière de changer, mais aussi pour pouvoir aborder des sujets sensibles comme celui que Sébastien nous propose. Je vais prendre encore peut-être 3-4 questions, hein, Pierre, puis oui, effectivement, on va terminer pour 15h05. Hein? Donc,
comment dealer avec des états d'esprit divergents au sein d'une grande équipe? Ah, j'adore cette question. Ben, moi, je pense que ça, c'est Patrick Lencioni qui dit ça. Je vais le dire en anglais d'abord. Il dit que on devrait tous être des conflict diggers. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que quand je suis dans une réunion, quand je suis en groupe, puis qu'il y a des gens qui ne sont pas en accord sur un sujet, sur des idées, puis que même quand le ton monte, là, ben, je devrais encourager ça. Et alors que ce n'est pas le réflexe qu'on a. Je devrais l'encourager parce que plus je vais encourager des discussions sur des idées divergentes, plus on va en avoir. Puis si ces conversations-là n'ont pas lieu, le changement ne s'opère pas. Les gens ne changent pas, évoluent pas. Donc, c'est très, très important d'avoir ces conversations, mais plus encore, de les valoriser, de les encourager plutôt que de penser qu'il y a un conflit qui est en train d'émerger et qu'il faut taire ça, ce qui est un réflexe que j'observe souvent dans les organisations. Donc, ça, je pense qu'en devenant tous des conflict diggers, ben, on peut justement arriver à composer avec des idées divergentes au sein de grandes équipes et ça peut vraiment... ben, en fait, je crois que c'est même critique pour pouvoir être agile, pour pouvoir être performant, de pouvoir faire ça. Et peut-être une dernière question. Michel, quoi faire une fois que la réticence est exprimée, mais qu'aucune solution ou action n'est prise par la suite? Je pense que je ramène ça à notre pouvoir individuel. On peut l'exprimer, puis je le sais, là, les études l'ont démontré, de pouvoir exprimer ses réticences, ses frustrations dans un changement, d'avoir un lieu pour ça, là, quand on fait des gros changements, c'est vraiment une approche gagnante. Maintenant, il faut aussi demander aux gens, ben, de quoi as-tu besoin pour réussir dans ce nouveau contexte? Ou quelle solution verrais-tu pour qu'on traverse cette crise, cette période de chaos? Je crois que c'est des questions qui sont importantes parce que je suis entièrement d'accord, Michel. C'est important de pouvoir exprimer notre réticence, mais il faut qu'il y ait une suite à ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec cette réticence-là? Ça devient aussi très important. Donc, d'avoir un lieu pour l'exprimer, mais aussi, si on y accorde de l'importance, bien, il va y avoir une suite. Et effectivement, c'est important. Donc, vous avez encore... Il y a plein de monde qui ont des questions, plein de bonnes questions. Je vois l'utilisation de l'humour. Oui, c'est vraiment une super approche. Je pense qu'on a besoin de rire aussi, particulièrement en ce moment. Ça fait vraiment du bien, puis ça dédramatise. Puis en plus, quand on est une équipe ensemble puis qu'on rit, ben, on connecte. Même sur un Zoom ou un Team, d'ailleurs. Donc, ce serait mon mot de la fin. Donc, plaisir. Merci beaucoup. Désolé pour les questions non répondues, mais c'est ça. Malheureusement, ça arrive. Merci beaucoup pour votre participation à tous. Merci beaucoup, Catherine, d'avoir animé le webinaire. J'espère que vous avez appris des choses et puis ben, on se retrouve probablement prochainement pour un nouveau webinaire. Merci tout le monde. Bonne Merci. Merci Pierre. Bonne journée. Bye.